Je dois d'abord commencer par dire que ma présence aujourd'hui ici, c'est une grâce à un miracle. Et je ne pourrais pas être ici autrement, mais je suis un miraculé et je suis heureux d'être avec vous. Je vous remercie tous de prendre de votre temps. C'est une preuve de l'intérêt que vous avez pour le Congo, et spécialement pour l'Est du Congo. Je profite également pour remercier PMI Interlife, qui est notre partenaire, pour tout le travail qu'ils ont pu faire, me soutenir depuis le Congo jusque en fait me faire arriver ici en toute sécurité. En fait, l'année passée, alors que nous avions l'impression que la situation à l'est du Congo commençait à s'améliorer par les chiffres des victimes de violences sexuelles qui diminuaient, on était heureux de voir cette évolution positive. Et malheureusement, au début de cette année, on a vu encore une fois la dégradation de la situation sécuritaire. Et ceci pouvait s'observer au niveau de l'hôpital par donc la présence de nouveaux cas de femmes qui étaient agressées, violées récemment. Et donc ceci a été donc corrélé directement en fait à cette nouvelle guerre imposée à l'est du Congo par le mouvement qu'on appelle le M23. Alors, mais pendant bientôt 16 ans, la population à l'est du Congo subit en fait toute forme de violence et violation des droits humains, et spécialement en fait des violences basées sur le genre. À notre hôpital, on a assisté à toute forme de destruction visant la destruction de la femme spécialement, et nous avons essayé de porter notre assistance à ces victimes. Mais en plus de ce traitement médical, nous faisons également le traitement psychologique. Nous faisons une assistance juridique lorsque les femmes veulent aller en justice. Et nous les soutenons sur le plan socio-économique. Et depuis 2 ans, nous avions compris que nous sommes en train de traiter les conséquences, mais les causes restent. C'est ce qui fait durer la crise. Et donc, on a commencé à faire un plaidoyer sur le plan national et sur le plan international. Alors que je revenais d'une conférence à Genève sur la violence faite aux femmes et surtout la discrimination faite aux femmes à OIF, le 25 octobre 2012, j'avais fait une escale à Bruxelles où j'avais eu aussi une conférence dans le même sens. Et donc le soir, j'étais chez moi à la maison avec mes enfants, en famille. Et donc dans un quartier que l'on peut considérer comme le mieux sécurisé de la ville de Bukavu, nous avions été attaqués et il y a eu mort d'homme. Donc j'étais à la maison et je suis sorti pour quelques minutes pour aller accompagner une malade qui était venue me voir avec des problèmes de santé, ne savait plus retourner. Je l'ai accompagné. Quelques minutes après l'avoir accompagné, je suis revenu à la maison. Quand je suis arrivé donc à la porte, malheureusement, ceux qui m'ont ouvert la porte, c'était des hommes très lourdement armés. Ces gens ils ont forcé, ils sont entrés dans mon véhicule et ils m'ont forcé d'entrer dans l'enclos. Et donc la première opération, en fait, leur attaque, ils l'ont fait en 3 phases. La première phase, ils sont entrés quand je n'étais pas là et ils ont maîtrisé tout le monde, les sentinelles, les domestiques et mes enfants. Et donc mes enfants ont été placés devant, ils se sont assis dans les canapés, ils les ont fait asseoir par terre et ils les ont pointé des armes en leur disant la personne qui essaye seulement de bouger, nous tirons directement. Tout ce que nous vous demandons, c'est fermer la bouche et rester calme là où vous êtes. Voilà, ne bougez plus.
Et donc, les enfants sont restés dans cet état où ils attendaient mon arrivée. Et donc, quand j'arrive avec les véhicules, ils m'ont fait sortir du véhicule avec les armes sur ma tête. Et ils m'ont mis devant mon véhicule. Un est sorti du véhicule et il a chargé son fusil et il m'avait pointé pour tirer sur moi. C'est à ce moment-là que le pauvre Joseph Bizimaki est mort. Il a voulu intervenir, il a crié et il s'est jeté sur la personne, mais cette personne a tourné et il a tiré 2 balles à bout portant sur la personne et nous deux nous sommes tombés par terre. Après, je ne peux pas vous dire, j'avais l'impression que nous deux, j'ai vu qu'il était tombé, moi-même je suis tombé, et puis après, je ne peux pas dire grand-chose, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne pouvais que constater que, en fait, lui, malheureusement, il a été touché mortellement. Ils n'ont pas, directement, ils ont repris mon véhicule, puisqu'il y avait déjà leur chauffeur, quand ils opéraient pour tirer, leur chauffeur était déjà dans le véhicule, prêt à partir. Et donc, le véhicule, une fois qu'ils avaient tiré, le véhicule est sorti rapidement de mon enclos. Je dois dire que jusqu'à ces jours, ni mes enfants, ni les personnes témoins qui étaient dans la maison et dans la parcelle, ni moi-même, on n'a jamais été interrogé par la police pour savoir au moins comment les choses se sont passées et qui pouvaient être les personnes, ou essayer même de faire le portrait robot des personnes qui ont commis ces actes. Et ceci traduit très très bien en fait une situation qui est claire. Il n'y a pas eu la volonté d'enquête et je ne vois pas comment on peut faire une enquête sans interroger ceux qui ont vécu les drames, comment, qu'est-ce qu'ils ont vu et qui est-ce qu'ils ont vu. Il est vrai que la presse internationale a parlé de cette question, ainsi que la presse nationale, et il y a eu des prises de position, heureusement, qui sont des prises de position qui ont demandé beaucoup plus que ma sécurité soit assurée. Et je dois dire aux uns et aux autres qui ont pris des positions, je suis très ému, puisque je crois que ça nous a donné une force supplémentaire par rapport au drame que nous avions connu. Et vraiment, ça nous donne une force supplémentaire. Cependant, je l'ai dit avec regret, ma seule sécurité ne suffit pas. Puisque je pense que 16 ans, les femmes sont détruites de façon systématique. 16 ans, les femmes sont violées, on les répare, elles repartent chez elles, elles reviennent 3, 6 mois, une année après. Encore la même chose a été faite. Au point où beaucoup parfois maintenant refusent de repartir lorsque nous leur demandons de quitter l'hôpital ou de quitter la maison d'Orcas, elles refusent de partir. Et je crois que j'avais du mal à comprendre leur attitude. Aujourd'hui, je comprends mieux. Et donc, toute ma pensée va vers toutes ces milliers de femmes qui souffrent de façon journalière dans leur corps, dans leur esprit, puisque j'ai vu ce qu'elle me racontait, je l'ai vu personnellement, et je crois que c'est horrible d'avoir quelqu'un avec une arme qui te pointe. Ces femmes me disent, on m'a violé, on a tué mon mari, et on m'a violé, on a tué mes enfants, on m'a violé, on a tué toute ma famille. Je crois que aujourd'hui, je comprends mieux leur souffrance, je comprends encore un peu plus leur peine quand elles refusent de retourner dans leur village. Et donc vraiment, j'ai une pensée particulière à cette souffrance qui se passe de façon anonyme à ces milliers de personnes. Personne ne parle d'elles, personne. Et quand on parle d'elles, on parle des chiffres, on parle de nombres, alors que ce sont des souffrances humaines. Et je pense qu'une seule femme qui peut subir ce que j'ai vu, elle a besoin de l'attention de toute la communauté humaine. Je pense pourquoi ceci se passe, c'est puisque tout simplement, il y a une indifférence de la communauté humaine par rapport à la souffrance
de l'autre. On a toujours l'impression que ça c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Mais je crois que la communauté humaine devrait avoir plutôt ce sentiment que nous appartenons à la même communauté et nous ne devons pas être indifférents. Pourquoi ça continue au Congo? Il y a un grave problème d'impunité. Et je pense qu'on a essayé de construire la paix en mettant la justice en sacrifiant la justice sur l'autel. Mais aujourd'hui, on n'a ni paix ni justice. Et je crois que la deuxième chose, c'est qu'on a essayé de construire une armée sur la base de groupes armés qui ont violé, qui ont détruit, qui ont pillé, qui ont tué. Et on a regroupé, c'est comme si on regroupait des bourreaux ensemble pour leur demander de protéger leurs victimes. Et cette armée n'a jamais fonctionné. Et ceci ne peut pas marcher. Et on voit très bien ses limites. Et c'est pour ça que je crois que nous avons vraiment besoin de votre soutien, du soutien de la Suède, soutien de l'Union européenne pour pousser le gouvernement congolais à faire son devoir, qui est de protéger sa population et ne peut protéger cette population qu'à travers une réforme du système de sécurité. Et enfin, je vais terminer par dire j'ai une pensée tout à fait particulière pour tous les staffs, tous les personnels de Panzi que je connais qu'en ces moments, ils sont dans une peur, ils vivent dans une insécurité, mais j'ai une pensée particulière puisque je crois qu'ils ont fait un travail jusqu'aujourd'hui, un travail qui m'impressionne beaucoup. Et j'ai une pensée particulière pour eux. Et je pense que ce que je peux leur dire, c'est de pouvoir répondre à la haine, répondre par l'amour. Puisque je pense que c'est seulement l'amour qui peut faire la différence. Je crois que la paix et la justice ne peut triompher que lorsque les gens montrent qu'ils peuvent aimer, même aller au-delà et aimer même ceux qui nous font du mal. Et donc, j'ai une pensée toute particulière à eux, qu'ils puissent continuer à faire leur travail avec amour, avec grâce et montrer aux gens que c'est possible de faire un monde juste où les hommes et les femmes peuvent être respectés de la même façon. Et je pense que c'est la seule façon de pouvoir, en fait, faire changer ceux qui commettent ces actes et les amener à comprendre qu'il y a une autre façon de faire qu'est la violence. La violence ne peut générer que la violence. Et donc, je vous remercie en ayant tout espoir qu'ensemble, nous pouvons vaincre la haine. Ensemble, nous pouvons aider le Congo à retrouver la paix. Merci beaucoup.